petit talk à propos de GraphQL et comment vous allez pouvoir moderniser vos API en passant d'un modèle classique REST par exemple à un modèle GraphQL. Donc, pour commencer, je me présente. Donc, je m'appelle Cédric Duet. Je suis développeur chez Sagi depuis à peu près un an. C'est une startup rouennaise qui est plutôt cool. Je suis un développeur polyvalent. Je fais aussi bien du front, je fais du back, je fais un petit peu de tout. Et donc, c'est chez Sagi que j'ai découvert GraphQL. Donc, comme je disais, c'est une startup, donc c'est assez sympa. On est une bonne équipe et on a l'occasion de faire pas mal de partage de connaissances, de découvrir pas mal de technologies. Donc voilà, c'est notre équipe. On est une cinquantaine maintenant. Chez Sagi, on fait un produit qui vous permet de démocratiser l'accès au big data en fait. L'idée c'est que tout le monde puisse se focaliser sur les projets big data sans avoir besoin de se casser la tête avec le montage d'une infrastructure, des logiciels, etc. Big data. Donc ça c'est ce qu'on propose. Donc on propose à nos clients l'infrastructure avec une surcouche logicielle, notamment une data fabric qui vous permet d'organiser vos jobs big data, etc. Et des outils de gouvernance pour organiser votre lac de données. Et on vous accompagne également sur le passage à la GDPR grâce à des outils internes d'anonymisation de la donnée. Donc ça c'est juste pour un petit overview de ce qu'on peut faire au quotidien. Donc c'est chez Sagi que j'ai découvert GraphQL lors de séances de veille techno. Commençons, rentrons dans le vif du sujet. Donc je vais vous faire un peu l'historique déjà des API, je vais vous parler un peu d'histoire. Et donc en 1998, on a vu l'arrivée de SOAP, et notamment SOAP XML, donc sous l'impulsion de Microsoft à l'époque. Ça c'était, moi en tout cas c'est la première façon que j'ai connue pour construire des API. Donc ça avait plusieurs avantages, plusieurs inconvénients. Pour moi l'avantage c'était que c'était contract first, c'était fortement typé. L'inconvénient c'est que c'était super verbeux, assez complexe à mettre en place, donc c'était pas forcément très user friendly. Et dans les années je sais pas s'il y en a qui l'ont connu, mais en tout cas moi je suis parti des dinosaures. Donc j'ai vécu avec, j'ai souffert avec, peut-être que vous aussi. Dans les années 2000 ensuite on a vu l'avènement des architectures REST. Et donc là, c'est un peu un autre paradigme, enfin c'est un autre système d'architecture. Et c'est plutôt orienté ressources. On n'a pas de typage fort, on n'a pas d'approche schéma first. Donc voilà, c'est en tout cas bien plus simple à mettre en place. Et je pense que c'est ce qu'on fait tous. En tout cas, moi j'en fais depuis 10 ans. Je trouve pas ça hyper rigolo à faire, mais bon, on en fait. Enfin, je trouve ça même plutôt chiant en fait. Je sais pas pour vous, mais moi ça me saoule un peu. Et du coup en 2012, il y a un truc qui commence à apparaître. Alors c'est chez Facebook pour l'instant, c'est juste en interne. En 2012, ils ont commencé à créer pour leurs besoins, pour les besoins de leur application Android notamment, GraphQL, qui s'appelait pas encore comme ça à l'époque, et qui va leur permettre justement de pallier un petit peu tous les manques des styles architecture REST. Ils vont le réaliser de manière publique en 2015. Et donc à partir de là, on peut commencer à l'utiliser, la spec est sortie. Et vous allez voir, c'est quand même un peu plus sympa de bosser sur GraphQL que sur des API REST. Donc pourquoi Facebook a créé GraphQL? C'était tout d'abord pour pallier les manques du style REST, quoi. Parce que en REST on est très centré sur la ressource, on a une ressource égale à une URI. Et on est vraiment en général très proche du modèle de la base de données. Donc on a une entité égale à une table de la base de données. Enfin c'est souvent le modèle qu'on voit. Et alors soit on fait ça, soit on fait plein de petites API pour représenter différents morceaux de la base de données. Mais au final ça va devenir compliqué à maintenir. Et en plus, on va faire beaucoup d'allers-retours entre client et serveur parce que pour récupérer toutes les informations dont on a besoin, par exemple pour afficher une page web, eh ben on va avoir besoin de requêter telle API pour récupérer un petit morceau et puis telle autre API pour récupérer un autre morceau. Donc c'est pas hyper efficace et en plus on a de la surconsommation de bande passante parce que quand on récupère des informations d'une API, on récupère pas forcément les informations pertinentes. Donc la promesse de GraphQL, c'est justement de faire moins d'allers-retours client-serveur. Donc on va vraiment orienter notre travail sur l'efficacité. Donc on demande ce qu'on veut afficher par exemple dans une page web et on obtient exactement ce qu'on a demandé, ni plus ni moins. Donc comme dans SOAP XML, on a une approche schema first. Donc c'est plutôt sympathique parce que ça permet d'avoir vraiment un contrat d'interface entre notre client et notre serveur. Ce qui fait qu'on va pouvoir commencer à faire les devs d'un côté et de l'autre à partir du moment où le schéma est bien posé,
les bases du schéma sont posées dès le début, en fait les deux équipes front et back peuvent travailler en parallèle et moquer d'un côté et de l'autre sans se marcher sur les pieds. Donc ça assure une meilleure cohérence. GraphQL, ça propose également un langage de requêtage qui est très lisible, qui ressemble à du JSON, c'est le SDL GraphQL, on verra ça plus tard. Et également un typage fort. Donc là on se rapproche de ce qu'on pouvait avoir avec SOAP-XML. En plus de ça, et comme son nom l'indique, GraphQL permet de faire de la navigation entre les nœuds de notre arbre, et donc en utilisant les relations qu'on peut avoir entre différents objets, entre différentes entités, un peu comme on pourrait le faire avec une base de données. Ça n'a rien à voir par contre avec les bases de type graph. Un autre point fort de GraphQL, c'est qu'il y a une documentation qui est vraiment intégrée dans l'API, qu'on peut lire par introspection. Et contrairement à ce qu'on a avec les API REST, en général on va monter un Swagger ou une doc Ramel à côté, on va perdre le endpoint, c'est toujours un peu compliqué de dire ah tiens ma documentation elle est à tel endroit. Au final là on n'a pas besoin de ça puisqu'elle est directement intégrée dans l'API. Donc comme je vous disais, comme je vous l'ai déjà dit, GraphQL c'est une spécification, c'est pas une implémentation, donc c'est indépendant du langage. Et si vous voulez avoir la spécification, vous avez cette URL, elle est encore, je crois qu'elle est encore en draft, il me semble qu'elle n'est pas encore en version vraiment définitive. Mais en tout cas elle est relativement stable, depuis en tout cas octobre 2016. Donc je pense que pour mieux comprendre, ce serait sympa qu'on prenne un exemple. Donc je vous propose d'afficher, d'essayer de construire l'API qui serait utilisée par un client web qui afficherait donc d'un côté une liste de séries télé et de l'autre côté les détails d'une série télé. Donc ça, on va le faire en utilisant un modèle de données qui est assez simple, dans lequel on a juste des séries télé, des acteurs, des saisons, des épisodes et des votes également pour pouvoir avoir la notation sur les différentes séries télé. Donc comment est-ce qu'on ferait en REST ? En considérant qu'on va constituer en REST-JSON une API qui est maintenable et pas une API qui est orientée client web. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, on va essayer de faire une API sur laquelle on a qui est similaire aux ressources qu'on peut avoir dans la base de données et pas qui est spécifique à un client, parce que sinon c'est trop compliqué à maintenir, parce qu'un client va demander tel type d'API, un autre client va demander une autre. C'est un peu compliqué. Bref, prenons l'exemple d'une API REST bien conçue. Donc pour afficher la première page sur laquelle on a une liste de séries, on ferait d'abord un premier appel sur une route /API/v1/TV-chose. Et donc ça c'est ce qu'on obtient si on fait la requête. Donc là on voit tout de suite qu'en faisant cette requête, on va obtenir le champ description de notre ressource, alors que finalement il n'était pas affiché dans la page avec les petites vignettes. Donc ça c'est de la donnée supplémentaire dont on n'a pas besoin. Donc ça nous prend du temps, ça nous consomme de la bande passante, au final pour rien. Maintenant, on va passer à un truc un peu plus compliqué, c'est afficher les détails d'une série télé. Donc toujours en REST, si on veut afficher la partie avec vraiment le cœur de ce qu'on peut trouver dans l'entité TV Show, et pas le détail ni des saisons, ni des épisodes, on va faire la requête sur le /TV Shows/1, et cette fois, on obtient uniquement les informations qui nous intéressent, là ça tombe plutôt bien. Ensuite on va faire une autre requête pour récupérer la liste des saisons. Donc on va appeler la route /1/seasons. Et là on va obtenir toutes les informations sur les saisons. Encore une fois on voit qu'on a des informations qui ne nous servent à rien, puisqu'on affichait les détails dans la page, on peut revenir dessus, hein, mais on affichait les détails uniquement de la dernière saison, celle qui est la saison en cours. Alors qu'ici, on récupère également les descriptions des saisons 1 et 2, ce qui ne sert à rien et qui, encore une fois, surconsomme de la bande passante. Ensuite, pour afficher les épisodes, on va appeler la route /épisode. On obtient les informations qui nous intéressent. Si on veut afficher la liste des acteurs, pareil, on va utiliser la route /actor. Cette fois, on a encore des informations inutiles puisqu'on récupère les dates de naissance alors qu'elles ne sont pas affichées. Et enfin, pour récupérer le score d'une série télé, on va utiliser la route /rating qui nous permet d'avoir la note moyenne d'une série télé. Donc là on obtient le nombre de votes qui ne nous sert à rien. Donc encore une fois, une surconsommation de bande passante. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait faire ça en GraphQL? Donc en GraphQL, ça va être beaucoup plus simple. Pour afficher la première page, donc on va envoyer une requête POST sur le endpoint GraphQL, qui sera le seul endpoint en fait disponible pour notre API.
en lui passant un payload, et dans ce payload, on va lui demander exactement ce qu'on veut afficher. Donc on a besoin de l'ID, parce qu'on a besoin de construire un lien vers la page suivante. On a besoin du titre pour le texte alternatif qui est sous l'image, et on a besoin de l'URL de l'image pour l'afficher. Donc quand on fait cette requête, on obtient exactement ce qu'on a demandé. Donc, donc là, on commence à voir le langage de requête, et ici on a le retour, exactement ce qu'on a demandé. Pour construire cette page-là, forcément c'est un peu plus compliqué, ça met en jeu plus de ressources, mais finalement en GraphQL, ça sera quand même qu'une seule requête. Voilà. Donc on va envoyer un payload qui est un peu compliqué, mais finalement il nous permet de récupérer tous les éléments de la page. Donc on a ici dans la première ressource, la ressource TVShows, on va avoir les informations générales. Ensuite on va utiliser la relation rating pour récupérer la notation moyenne. On va récupérer la liste des saisons pour avoir ici la partie verte. Et le détail de la dernière saison avec le titre et les épisodes. Et enfin les acteurs. Donc sur une seule requête, on est capable de charger toutes les données qui nous intéressent. Donc cette fois, on voit qu'on n'a pas de données supplémentaires dans notre retour. On a uniquement ce qui nous intéresse, et tout ça en un seul appel. Donc si on fait la comparaison maintenant de ce qu'on a vu entre REST et GraphQL, on voit que finalement on a beaucoup moins d'appels en GraphQL qu'en REST, et également on a beaucoup moins de temps passé et de bandes passantes consommées. Donc si on l'affiche de manière graph, c'est encore plus visible. Là on a vraiment la partie REST et ici la partie GraphQL. Il n'y a pas photo. Alors j'espère que vous êtes convaincus en tout cas. Moi je le suis. Et eux aussi. Donc ça c'est une liste un peu piochée au hasard d'entreprises qui ont déjà produit des API GraphQL et qui les ont déjà rendus publics. Enfin pas toutes d'ailleurs, mais elles l'utilisent en tout cas. Vous pouvez par exemple jouer avec l'API GraphQL de GitHub, elle est open, si vous voulez jouer avec, il n'y a pas de souci. Donc maintenant on va passer un peu aux fondamentaux de cette technologie GraphQL. Et en premier lieu le schéma, donc comme je vous disais là il y a une approche schema first en GraphQL comme on peut avoir avec SOAP. Et forcément le schéma c'est vraiment la pierre angulaire de toute une architecture GraphQL, c'est vraiment le contrat d'interface entre le client et le serveur. Donc dans ce schéma on va avoir différentes choses, on va avoir des root types, donc notamment le type query, mutation et souscription qu'on verra plus tard. Donc ces root types vont contenir des champs et chacun de ces champs fera appel à des résolveurs pour venir récupérer la donnée. Dans le schéma, on a également des types d'objets. Donc par exemple, ça peut être un mapping avec les types d'objets qu'on a dans notre base de données, ou ça peut être tout à fait autre chose. Ces types-là, ils vont contenir des champs. Donc ces champs ils seront soit de type scalaire, donc des types simples int, float, string, ou alors ils seront de type d'objets, d'autres objets de notre graphe, et c'est ce qui permet de faire justement les relations et de pouvoir naviguer dans le graphe. Dans le schéma, on peut également définir des enums, des interfaces, des unions et des inputs, etc. On reviendra dessus après. Allez, petite note, en Java, on ne parle pas de resolver, en général on parle de data fetcher, mais en tout cas dans la spec, on parle bien de resolver. Donc le schéma, ce que je disais au tout début, c'est un truc sympa parce que ça nous permet de le découvrir par introspection. Une fois qu'on requête l'API, on verra tout à l'heure si on fait une query sur underscore schema, on va obtenir des informations sur ce schéma. On peut le décrire ce schéma de deux manières. Donc on peut le faire soit de manière programmatique, donc vraiment orienté objet en Java, un truc assez classique. On peut le faire également de manière textuelle en utilisant le Schema Description Language, qui est un langage de description qui est indépendant du langage de programmation. Donc voilà la première façon de le faire, donc en objet. Donc, on voit tout de suite que c'est un peu verbeux. Bon, ça reste compréhensible, mais on voit que là j'ai mis juste deux champs. Si on a un schéma complexe, ça va devenir vite énorme. Et la deuxième méthode, c'est la méthode descriptive, donc avec ce SDL. Alors là, ici, on a un schéma qui est beaucoup plus complet, et on voit que finalement, on a quelque chose de très lisible, et on a nos types et tout, c'est vraiment quelque chose qui est assez simple à appréhender. Et même si on doit le partager avec un client qui doit produire justement une interface web, il le comprendra bien plus facilement. Donc ensuite, dans ce schéma, on définit les types. Donc dans les types, on a ce que je disais, on a les types scalaires, donc les types simples, les int, des floats, des strings, des booléens et des ID. Donc les ID, c'est une représentation string d'un identifiant unique d'une entité. On peut également définir des types scalaires custom. Là, si vous voyez dans la liste, on n'a pas par exemple de date.
Donc moi c'est un truc qui m'a manqué quand j'ai commencé à faire du GraphQL, je me suis dit bah comment ça se fait qu'on n'a pas de type date quoi, c'est quand même un peu bizarre. Mais finalement en fait on peut créer nos propres types scalaires à partir du moment où on va gérer nous-mêmes la sérialisation et la désérialisation de ces objets et leur validation. Finalement on peut faire ce qu'on veut. Donc on peut définir en schéma des enums. Donc les enums c'est la même chose qu'en Java, hein, c'est une liste de valeurs. On peut définir des listes, donc ici avec les crochets qui représentent un tableau. On peut avoir des champs note nulle en rajoutant un point d'exclamation. On peut également décrire des interfaces, donc ça c'est semblable à ce qu'on peut faire en Java. Donc une fois qu'on a décrit l'interface d'un objet, les objets fils vont implémenter l'interface et forcément ils bénéficieront des différents champs et devront implémenter les résolveurs également. Voilà, on a un exemple d'interface justement où l'acteur et le producer implémentent human. Donc ils vont devoir forcément redéfinir les 3 champs qu'on a dans l'interface et ils vont pouvoir rajouter leurs propres champs. On a également la notion de type union. Donc ça c'est assez pratique en fait quand on doit faire une requête et qu'on ne sait pas vraiment quel objet on va recevoir en retour. Ça nous permet de faire justement l'union de 2 types différents et de dire en fonction du type que j'ai reçu, bah, si j'ai reçu un type TV show, bah, je vais afficher la description et si j'ai reçu un type plutôt acteur, je vais afficher d'autres informations. Et en fait on a un type d'input qui va pouvoir nous servir justement d'entrée dans les fonctions de nos requêtes et dans lequel on peut avoir différents champs. Donc plutôt que de passer 50 paramètres en input d'une fonction, on peut lui passer directement un type input, c'est un peu plus lisible. Avec GraphQL, comme c'est fortement typé, on a d'office une validation de nos requêtes. Donc à chaque fois qu'on envoie une requête, GraphQL, le moteur GraphQL va forcément faire une validation avant même d'exécuter les resolvers. Il va vérifier en fonction du schéma si les champs qu'on a passés sont cohérents avec ce qu'on attend. Donc là on voit que le last était censé être un integer et on a reçu une string. Donc on a une erreur renvoyée directement par le serveur. Donc en parlant des resolvers, on va rentrer un peu dans le détail. Donc les resolvers, ou les data fetchers en Java, sont les fonctions qui permettent de récupérer de la donnée. Donc elles sont liées au champ qu'on a pu voir dans le schéma. Donc on a 2 types de resolvers finalement, qui sont présents dans la plupart des librairies qui implémentent GraphQL. On a des resolvers implicites. Donc par exemple si on a un bin en Java avec des champs qui portent exactement le même nom que les champs qu'on a décrits dans notre schéma GraphQL, on n'a pas besoin d'implémenter de resolver finalement. La librairie va faire toute seule appel à un getID par exemple, getTitle, getDescription. Et donc là, comme nos champs se nomment de la même manière, on n'a pas besoin de le réimplémenter. On peut avoir des resolvers explicites. Ici par exemple, on a rajouté une notion de last sur la saison, et ça forcément on n'a pas un get season ou get last season qui sera automatiquement trouvé par le moteur dans notre bin, donc on va devoir implémenter un resolver dans lequel on va écrire une fonction qui porte le même nom que le champ dans notre schéma. Ensuite on a dans notre schéma on a les 3 root types dont on parlait au début. On a la query, la mutation et la souscription. Et on va commencer par la query. Donc la query, c'est ce qui va vous permettre de faire justement des requêtes et de récupérer de l'information. Donc c'est l'équivalent des get qu'on peut trouver dans les styles d'architecture REST. Et donc pour faire cette query, on va utiliser le même langage que celui qu'on a utilisé précédemment pour décrire le schéma, donc le SDL, donc qui est un langage qui est assez proche du JSON, qui est assez simple à comprendre, qui est vraiment très lisible. Et la réponse qu'on va obtenir en retour, elle aura exactement la même structure, sauf qu'elle sera dans un JSON valide. Donc là, si on a un exemple de requête ici, donc ça utilise le SDL, le GraphQL, et en retour, on a une réponse JSON. Donc cette fois, c'est vraiment du JSON valide, parce que ça, si vous essayez de valider celle-ci, forcément, ça ne marchera pas avec un parseur JSON. Par contre, ici, on a vraiment la même structure que ce qu'on avait dans la requête, avec les informations en sortie. Dans les queries, on peut... Oui. Oui. En fait, là, le paramètre, alors si on revient dessus, c'était ici. Il n'y a pas de point d'exclamation sur le paramètre. Donc ça veut dire que c'est un paramètre optionnel en fait. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, pour les types non nuls, on rajoute un point d'exclamation. Ici, il n'y est pas. Donc dans ma requête, je ne suis pas obligé de le passer. Et ça va me retourner du coup toutes les saisons.
Voilà, ça prendra le résolveur implicite et ça renverra toutes les saisons exactement. Dans nos queries, on peut introduire la notion d'alias. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez pratique. On l'a entrevu tout à l'heure quand on voulait charger le détail de la page des séries. En fait, si on voulait récupérer bah, 2 fois le bloc seasons dans la même requête sans aliaser un des 2 blocs, finalement en réponse on aurait un seul bloc également, on aurait un seul bloc season qui contiendrait l'intégralité des différents champs qu'on aurait ici et ici. Donc c'est pour ça qu'on rajoute un alias. Et ici, ça nous permet de récupérer les informations détaillées uniquement de la dernière saison. Et ici, ça nous permet de récupérer les autres informations light, entre guillemets, de toutes les saisons. Et on retrouve bien l'alias ici. On a bien le nom d'alias qui apparaît dans la réponse. Donc on peut également voir ici qu'on a l'introduction de ce qu'on appelle les arguments. Donc les arguments en GraphQL, ils sont nommés. Et puisqu'ils sont nommés, ils n'ont pas besoin d'être ordonnés. On peut très bien, si on avait 2 arguments, on pourrait intervertir sans aucun problème. Ensuite, dans les queries, on peut introduire une notion de fragment qui permet de faire de la composition. Donc ici, on voit que dans ce payload de requêtes, on a de la duplication, parce que dans le bloc saison, finalement, on va récupérer à chaque fois ID, title et release year. Et en tant que programmateur objet, programmeur objet, j'ai envie de factoriser du code. J'aime pas trop avoir de la duplication. Et les fragments sont là pour ça. Ils vous permettent justement de décrire un fragment et de l'utiliser dans vos blocs. Et après, on peut juste rajouter le champ qui nous manque. Quand on fait des requêtes, on peut avoir besoin également de passer des variables. Et c'est notamment pratique quand on a un client, par exemple si on a une application Android ou un site web et qu'on a déjà programmé notre requête. On va pas avoir forcément l'envie de faire du parse de string pour remplacer la valeur ou alors de faire de la concaténation de chaînes, c'est pas super joli quoi. Donc on va plutôt utiliser la notion de variable. Et ici on a en paramètre de notre requête, on va décrire des noms de variables qui seront utilisés en dessous dans le payload vraiment de la requête. Et on peut les définir ici quand on va envoyer notre query, on va rajouter un autre dans le payload global qu'on envoie dans notre post, on aura donc un premier élément qui sera query, qui va contenir ce qu'on a en haut, et un autre élément qui sera variable, qui contiendra ce qu'on a en bas. Ce qui fait qu'un client web, par exemple, n'aura finalement à changer que cette partie variable quand il aura à faire plusieurs fois la requête. On peut également utiliser les notions de directives. Donc il y a 2 directives standards qui existent, qui sont skip et include, qui vous permettent en fonction d'une valeur booléenne de soit inclure un champ ou soit l'omettre dans la réponse. Donc par exemple, si dans notre variable on attend d'avoir la date de release de notre saison, ici la directive include, elle ne va afficher la release year dans la réponse que si le paramètre était true. A l'inverse, si c'était la directive skip qui était utilisée et que le paramètre vaut true, du coup on va masquer le champ dans la réponse. On peut également parler de requêtes de type batch qui vont en fait, ou data loader, qui vont éviter de surcharger votre base de données. Donc ça, c'est à utiliser quand on a des besoins de performance un peu plus importants, mais disons que ça va éviter que le moteur GraphQL fasse des requêtes naïves, parce que si on veut afficher par exemple les descriptions de toutes les saisons d'une série télé, ce qu'il va faire, c'est qu'il va parcourir l'arbre, il va d'abord accéder à TV Shows, il va récupérer la série télé qui l'intéresse, ensuite il va pour cette série télé récupérer donc, toutes les saisons, donc ça on peut l'avoir directement. Par contre, pour récupérer la description de chacune des saisons, il va ensuite faire une requête sur la table saison, et en fait pour chaque saison, il va faire un select description where saison égale 1, 2, 3, etc. Alors que on se rend bien compte que c'est pas très performant parce que du coup il déclenche des requêtes Hibernate à gogo, alors qu'on pourrait très bien le faire en une seule requête. Et donc c'est là où on peut introduire des batch queries pour faire ça. Maintenant on passe au deuxième root type, les mutations. Donc les mutations, c'est ce qui vous permet de faire de la modification de données. Donc on l'a également décrit dans le schéma. Et c'est l'équivalent de ce qu'on pourrait faire en REST avec un post, un put, un delete, un patch. En fait, dès qu'on doit faire de la modification de données, que ce soit de la création, de la modification ou de la suppression, en GraphQL, on va faire une mutation.
Et il y a un truc qui est assez sympa donc avec ces mutations, c'est qu'en retour, vous allez pouvoir obtenir, un peu comme vous l'aviez dans les queries, vous allez pouvoir obtenir votre objet en retour et également bénéficier du moteur GraphQL pour ne récupérer que certains champs, voire même accéder aux relations pour afficher directement en sortie de votre mutation les informations qui vous intéressent. Donc par exemple ici, on fait une mutation, on dit qu'on va voter pour une série télé, et dans la réponse, on a envie de voir en fait pour cette série télé quel était son ID, son titre et du coup sa notation moyenne. Et c'est ce qu'on obtient du coup dans la sortie. Ça évite de faire deux requêtes en fait, parce qu'en reste souvent on va faire une requête post et ensuite on va faire un get pour récupérer du coup la notation moyenne qui n'est pas forcément directement dans la route initiale des séries télé. Ensuite le dernier route type c'est le type souscription. Donc le type souscription, qui est également décrit dans le schéma, lui va vous permettre de faire du streaming de données. Donc il vous permet de vous mettre à l'écoute d'événements. Et donc si un client s'abonne, donc fait une souscription vers le serveur, à chaque fois que l'objet auquel il a souscrit est modifié, le serveur va lui renvoyer directement les informations. Donc ça c'est hyper intéressant parce que ça va éviter de faire du polling de données comme on fait souvent pour récupérer les informations. Et du coup on va vraiment avoir des applications qui sont réactives. Donc ça c'est le système de souscription. Alors je vous mets en bas le lien de la spec. Ça c'est une autre spec qui est incluse dans GraphQL, mais par contre c'est une spec qui est sortie en février 2017, donc elle est encore plus récente et encore plus draft du coup que la précédente. Donc voilà le mécanisme des souscriptions. En fait, quand un client va vouloir souscrire à des données, il va passer pas directement par le même canal que pour les queries et les mutations. Il va passer par un autre canal et demander au moteur de souscription voilà, moi je veux m'abonner à tel événement, et à chaque fois qu'il sera modifié, du coup, le moteur de souscription, lui, il va recevoir de la couche de domaine, il va recevoir un événement. Et une fois qu'il a reçu cet événement, il va rappeler le moteur GraphQL pour exécuter la requête liée au payload qui lui aura été passé lors de la souscription. Donc si on prend un exemple un peu plus concret, on a un client qui s'abonne, qui envoie une requête de souscription. Le système de souscription, lui, va d'abord parser la requête qu'il a reçue, parce que comme c'est une requête GraphQL, finalement, s'il y a des erreurs dedans, il ne va pas aller plus loin, il va directement renvoyer une erreur au client. Une fois que cette requête est validée, il l'envoie au GraphQL, au moteur GraphQL, qui va acquitter cette souscription. Il va dire au client, ok, moi je me mets en écoute de tous les événements qui t'intéressent et je t'envoie un acquittement. À chaque fois qu'il y aura une modification, tu seras notifié. Ensuite, on peut réaliser des déconnexions, on peut faire du désabonnement d'une de ces souscriptions. Donc soit à l'initiative du client, soit à l'initiative du serveur. Donc ça c'est ce qu'on voit en bas. Et si on rentre un peu plus dans le détail de ce qu'on a lorsqu'on a un événement qui est déclenché, donc à chaque fois qu'on a un événement qui est déclenché, donc dans notre couche domaine par exemple, l'événement il est renvoyé directement à la couche souscription qui elle, comme je disais, va renvoyer la requête avec le payload qu'elle a reçu à l'origine au moteur GraphQL qui va exécuter la requête et la renvoyer au client. Donc voilà un exemple de requête de souscription. Donc à partir du moment où on envoie cette requête au serveur, notre client se met à l'écoute et il va recevoir des informations. Donc on va passer par exemple par des WebSockets pour garder la connexion ouverte entre le client et le serveur. Donc l'implémentation des souscriptions, comme c'est quand même quelque chose qui est un petit peu jeune, en Java elle n'est pas super avancée. Contrairement à ce qu'on peut avoir en Node.js avec la communauté Apollo qui est vraiment très dynamique sur le sujet. Et donc en Node.js on va avoir des librairies qui implémentent déjà plutôt pas mal les souscriptions. En Java il faudra quand même le faire pas mal à la main. Mais on va pouvoir introduire des Reactive Streams avec RxJava et passer par des WebSockets. Alors là j'ai mis une petite note parce que j'ai testé avec Spring 2. Spring 2 n'est pas super compatible encore avec la librairie GraphQL Java. Donc il y a une issue qui est ouverte en ce moment. Donc si vous avez besoin de le faire, faites pas avec du Spring 2 quoi. Ok, alors là on a vu les bases de comment ça fonctionne le GraphQL. Par contre on peut se poser un peu la question, dans la vraie vie on a des problématiques qui sont toujours un peu différentes et c'est pas forcément si simple quoi. Donc, par exemple on va avoir des problématiques d'authentification. Une API bien souvent elle est sécurisée et finalement c'est pas beaucoup plus compliqué avec une API REST. Si on veut faire de l'authentification, il n'y a rien qui est built-in vraiment dans les librairies, mais par contre c'est ni plus ni moins qu'une simple mutation dans laquelle on va envoyer un email et un mot de passe haché.
Donc si le serveur parse bien la requête et qu'il trouve un utilisateur qui correspond, avec un mot de passe qui correspond, il va dire ok, bah je t'ai reconnu, donc je t'envoie un token, et le client pourra ensuite le repasser, ce token, dans les headers de toutes les requêtes suivantes, et le serveur vérifiera donc le token à chaque nouvelle requête. Donc ça, on verra tout à l'heure l'outil Graphical, qui est assez sympa, on l'a déjà vu plusieurs fois dans les screenshots, là, ce qui permet de faire des requêtes simplement. L'outil ne permet pas de passer des headers, mais on peut utiliser un autre outil comme Postman par exemple pour le faire. On peut aussi avoir besoin de gérer nos erreurs parce que, tout le monde le sait, on ne doit pas laisser transpirer nos erreurs jusqu'au client. Quand on est côté serveur, on ne doit vraiment pas exposer notre modèle. On ne doit pas dire au client, bah voilà, moi je suis sur tel serveur d'application par exemple, ou je suis en telle version de telle technologie. Sinon, c'est un peu trop facile pour les hackers. Donc déjà par défaut, dans GraphQL, toutes les erreurs elles sont masquées dans une réponse qui ressemble à ça. Par exemple, si on a une erreur, l'équivalent d'une erreur 500 en REST, on aura un internal server error. Et on peut également implémenter un GraphQL Error Handler pour rendre nos erreurs customisables et pour avoir des messages un peu plus intéressants. Donc par exemple, là, si j'ai implémenté ce GraphQL Error Handler et puis j'ai mis un petit message bidon, mais on peut mettre ce qu'on veut. On peut avoir besoin aussi, quand on consomme une API, de faire du filtrage. Et là encore, il n'y a rien d'intégré dans la librairie. Mais c'est assez simple à implémenter. Finalement, on peut juste utiliser des arguments dans nos queries et le résolveur, lui, va s'occuper de faire le filtrage. Pareil pour la pagination, on peut très bien passer des arguments page et size, et c'est le résolveur qui va faire la requête en limitant l'offset par exemple dans sa requête. Et même si toutes nos requêtes doivent être paginées, on peut très bien utiliser aussi côté schéma une interface pageable par exemple pour faire quelque chose qui ressemble à du Java. Et donc tous nos objets peuvent implémenter pageable, et du coup dans toutes nos réponses on aura cette notion de page. Donc il y a un truc qui est assez galère en général en REST, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le faire, mais c'est de faire évoluer votre API. Donc tant qu'on rajoute des champs, ça se passe bien, il n'y a pas de problème, ça resterait trop compatible. Mais dès qu'on veut retirer des trucs, c'est un peu plus compliqué. Et donc on a tous vu dans les URL des API REST, on a un /API/v1, mais rarement on voit le v2. Parce que justement c'est un peu galère à mettre en place. Donc là avec GraphQL, on a quelque chose qui nous simplifie un petit peu la tâche, c'est la notion de dépréciation. Dans notre schéma, en fait, on peut décrire des champs comme étant dépréciés. Et notre client en fait va être notifié à chaque fois qu'il va vouloir faire cette requête, il va avoir un warning qui va dire attention, ce champ normalement maintenant il est déprécié, tu ne devrais plus l'utiliser. Donc ça permet, même si on ne va pas enlever tout de suite le champ de notre API, ça permet déjà de prévenir les clients qu'il va y avoir une modification. Donc voilà par exemple dans Graphical à quoi ça ressemble quand on a un champ qui est déprécié. Alors déjà dans la documentation qui est intégrée et qui est donc Graphical en fait utilise l'introspection dans le schéma pour récupérer cette documentation. Donc là on voit qu'il y a des champs dépréciés, et si on essaie de l'utiliser, alors pour l'instant on peut toujours l'utiliser, mais il est quand même souligné et on a un warning qui dit attention, on ne devrait plus l'utiliser celui-là. Donc cette fois-ci, est-ce qu'on est prêt à commencer? Presque. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut se lancer dans GraphQL? On a plusieurs solutions. Soit on va démarrer un projet from scratch, on va dire bah, je pars de zéro, c'est le plus facile effectivement. Ou alors on a déjà une appli legacy avec une API REST par exemple, et là bah, on va vouloir transformer les endpoints REST en GraphQL par exemple. Donc pour ça, bah, on va pouvoir créer une façade et commencer à introduire du GraphQL. Et même ce GraphQL va pouvoir requêter les anciennes API REST. Et donc on va pouvoir maintenir uniquement la partie GraphQL sans continuer à maintenir la partie REST, puisque finalement toutes les nouveautés vont pouvoir être apportées directement dans la couche GraphQL. Donc GraphQL ça permet également d'unifier différentes sources de données. Donc par exemple si on a quelque chose comme ça, là si on a un système legacy, on a des microservices, on a des API tierces, si on veut finalement que tout ça ne représente qu'un seul endpoint pour le client final, on peut très bien avoir une façade GraphQL qui va faire des appels aux différentes API. Alors en termes de nombre d'appels et de charges, finalement ça fait juste que déporter la charge, c'est notre serveur qui va encaisser la charge de faire tous les appels aux API sur les API tierces, etc. Mais par contre pour le client final qui potentiellement lui est en mobilité, sur un téléphone portable c'est quand même plus sympa d'avoir à faire qu'une seule requête et d'avoir uniquement en réponse les informations qui nous intéressent. Donc le client lui, il va vraiment bénéficier de cet allègement de charge.
Ensuite, on peut également avoir ce principe où maintenant on va commencer à réintroduire dans notre serveur GraphQL les informations, bah, toutes les évolutions finalement qu'on va apporter dans les API qu'on veut retourner, bah, on va directement les implémenter au niveau du serveur GraphQL. On ne va plus les implémenter dans les API REST, ça sert à rien de maintenir les deux. Donc quelques outils qui existent sur le marché. Donc il y a GraphQL Voyager qui vous permet de parcourir de manière visuelle un schéma GraphQL qui peut être complexe. Donc comme celui-ci, en fait, on voit tout de suite que là il commence à y avoir beaucoup de types d'objets, il y a beaucoup de relations. Quand on voit le schéma, ça fait un bloc de code énorme, c'est pas forcément très lisible, on se rend pas forcément compte de toutes les imbrications des différents objets. Et en fait, avec cet outil-là, on s'en rend compte assez vite, et quand on clique sur un lien, on est renvoyé vers l'autre entité. Donc c'est assez sympa pour découvrir un schéma. Et on a Graphical, donc, qui est livré avec quasiment toutes les implémentations GraphQL dans tous les langages. Donc ça c'est un petit client web JavaScript assez basique, mais qui vous permet de faire les requêtes, d'exécuter les requêtes comme on l'a vu, et qui permet également d'afficher la documentation, donc qui la parse par introspection. Donc, voilà à quoi ça ressemble, on l'a déjà vu plusieurs fois. Bon, je pense que maintenant on peut s'y mettre. Allez, coding time. Donc je sais pas si vous voyez, c'est bon, vous voyez tous. Donc ça c'est un projet dans lequel pour l'instant j'ai qu'une API, j'ai une API REST Legacy. Donc cette API, je la vois ici. Donc là j'ai l'équivalent de ce qu'on a vu tout à l'heure, j'ai mon /TV chose. Si je rajoute un 1, je vais obtenir la série 1. Si je rajoute, je sais pas moi, un seasons, on va obtenir les informations sur les saisons, etc. Donc ça c'est l'API REST dont on parlait au début. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire si on veut implémenter une API GraphQL à partir de cette API REST? Si on veut faire un équivalent, on va commencer par rajouter les dépendances dans notre build Maven. Donc on n'a pas besoin de grand chose finalement. Alors là c'est un projet en Spring Boot. Et pour pouvoir faire du GraphQL, je vais juste rajouter 3 dépendances. Donc GraphQL Java Tool, le starter GraphQL pour Spring Boot, donc qui lui va intégrer directement GraphQL-Java. Et une dépense, oui bien sûr, mais hop, je sais pas si on voit très bien. Je sais plus où je suis du coup. Excusez-moi. Voilà les 3 dépendances. Donc là on a rajouté ces 3 dépendances. Je vais faire un petit arrêt de mon serveur. Une fois qu'on a rajouté les dépendances, on va vouloir rajouter notre schéma. Donc ce schéma, il faut qu'il soit disponible dans le ClassPass, puisqu'on utilise les librairies directement Graphical Java Tool. En fait, on va bénéficier de l'auto-découverte d'un schéma qui se trouverait dans le ClassPass. Donc si ici je veux créer un schéma GraphQLS, on s'en fiche, et du coup ce schéma en fait lui il va être découvert automatiquement par la librairie, donc j'aurais même pas besoin de créer un bin pour le parser, automatiquement il va apparaître. Donc dans mon schéma j'ai besoin forcément d'un root type query, donc, comme on a vu, qui va contenir les différents endpoints d'entrée vers les requêtes, et ensuite on va rajouter tous les types qui sont finalement des mappings de mon modèle. Donc là on va le faire assez simplement. Donc je sais que galère ça. Hop, excusez-moi. Ça va être comme ça pour tous les fichiers que je voudrais, je pense. Désolé. Donc ici j'ai un certain nombre de classes modèles. Pareil, hop, on va zoomer. Donc avec un certain nombre de champs. Là je vais tricher un petit peu pour aller plus vite. Je vais directement avoir mon mapping ici. Donc si on regarde, en fait on a dans chacun des types, on a bien l'équivalent de ce qu'on a côté Java. Donc on a un ID, on a un title, un description, un poster pass. On a également les saisons, les votes, etc. Donc ça c'est ce qu'on... Là par exemple, j'ai pas mis les votes dans mon type TV chose. C'est pas grave en fait, je pourrais juste pas le requêter. Il va pas trouver automatiquement ce champ quand je vais le requêter. Donc là, à partir de là, je vais pouvoir commencer à créer des requêtes. Donc la première requête que je vais créer, comme on l'a vu, c'est la liste de toutes les séries télé.
Et donc ça va me retourner une liste d'objets de type TVShows. Et bah là, on est bien d'accord qu'on n'a pas de résolveur implicite pour celui-là, je suis quand même obligé de l'implémenter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau package. Dans lequel je vais mettre tous mes résolveurs. Et je vais créer une nouvelle classe avec un query resolver. Ce query resolver, lui doit implémenter le GraphQL query resolver. GraphQL query resolver. Et puisqu'on est en Spring, on va la noter, comme ça on n'a pas besoin de le découvrir, on pourra l'injecter tout seul. Donc dans ce resolver, j'ai besoin de déclarer la fonction, la méthode TVShows qui me retourne une liste de TVShows. Donc ce sera un itérable de TVShows. Et il faut que je la nomme de la même manière si je veux la trouver simplement. Donc TVShows. Ah oui, excusez-moi. N'hésitez pas à me le dire parce que j'y pense pas. Moi j'y vois clair sur mon écran. Ok. Donc cette méthode, elle doit me retourner une liste de séries télé. Donc pour ça, je vais utiliser les mêmes repositories que j'utilisais déjà dans mon API REST. Donc je vais juste injecter mon repository. Donc je sais pas si vous êtes tous familiers de Spring, mais en l'ajoutant à mon constructeur, automatiquement il va m'injecter le bin. Et ici, du coup, je peux l'utiliser pour faire ma requête. Et je récupère toutes les séries télé. Donc là, avec un peu de chance, si je lance, ça fonctionne. Si j'ai pas fait de typo. Donc voilà, c'est lancé, a priori il n'y a pas de typo. Donc si j'accède à cette page, déjà on va pouvoir constater que le client graphical se charge bien et que j'ai une documentation qui est associée dans laquelle j'ai une query, j'en ai qu'une seule pour l'instant, c'est mon TVShows. Et donc ici, quand je veux faire une requête, alors soit je peux lui indiquer le mot-clé query, mais finalement celui-ci il n'est pas obligatoire. Il sera obligatoire pour les mutations et pour les souscriptions, mais pour les queries il est implicite. Donc ici, par autocomplétion, je peux trouver directement que j'ai mon TVShows. Alors on pourrait aussi faire l'introspection dans le schéma si on veut. On pourra le faire plus tard. Là, si je veux récupérer la liste de toutes mes séries télé, et je vais récupérer par exemple le titre et la description uniquement. Voilà, j'ai ma description et en réponse, j'ai directement tout ce qui m'intéresse. Si je veux commencer à introduire une notion, je vais enlever la description parce que c'est un peu verbeux. Je sais pas si vous voyez bien. C'est assez gros ou je peux zoomer encore un peu. Si on veut utiliser justement parcourir le graphe et utiliser les relations, on peut très bien afficher le titre des différentes saisons. Et ici en fait on voit que en arrière-plan finalement qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il va accéder au premier élément qui est la série télé, et ensuite il va faire une Hibernate, il y aura une deuxième requête Hibernate qui va récupérer la liste des saisons pour cette série télé. Donc là on a obtenu notre première requête, c'était quand même assez facile de mettre en place cette partie-là. On peut rajouter d'autres types de requêtes dans notre route type query. Donc par exemple, si on veut récupérer une seule série télé, donc là on va introduire tac. On va introduire une nouvelle fonction. Cette fonction TVShow elle prend en paramètre un ID, donc ça c'est un paramètre obligatoire. Et là, on voit que j'ai déjà une erreur de compilation, parce que forcément, lui, il essaye de trouver le resolver qui correspond et il n'existe pas. Donc je vais devoir implémenter ce resolver. Donc toujours pareil, je retourne dans mon query resolver. Et cette fois, je vais avoir une fonction qui me récupère qu'une seule série télé, qui s'appelle TVShow et qui prend en paramètre, du coup, un ID. Donc côté Java, les ID ils sont sous forme de long. Donc je récupère un long. Et ici, je vais faire un return TVShow repository.find1 de l'ID en question. Là, normalement, il recompile. Voilà. Et si on retourne voir notre graphical et qu'on rafraîchit la page,
Ouais, bon, alors ça. Tac. Normalement, on va avoir une deuxième requête. Ici, voilà, maintenant on peut demander à obtenir une seule série télé plutôt que de les récupérer toutes. Donc les arguments sont nommés, comme je vous le disais. Et ici, je récupère uniquement ma première série. Pareil, si on veut rajouter un autre endpoint, parce que par exemple, on voyait dans notre API REST qu'on avait un endpoint sur les acteurs, on pouvait récupérer la liste intégrale de tous les acteurs, on pourrait ici aussi rajouter un find all finalement sur tous les acteurs et retourner un type actor. Donc là c'est pareil, on n'a pas cette fonction, donc on va en rajouter une petite dernière. Ce sera la dernière, après on va passer à autre chose. Donc là il me faut mon autre repository, puisque c'est pas la même ressource. Donc pareil, je l'injecte automatiquement, et ici et donc là voilà, on aura une requête supplémentaire. Donc, toujours pareil. Si je vais rafraîchir ça, maintenant normalement je peux accéder à la liste des acteurs. Et je peux même savoir dans quelle série télé ils ont joué. Donc voilà. Donc c'était assez facile, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour mettre en place toute la notion de requête, toute la partie get, c'est vraiment super, enfin presque trivial quoi. Vraiment super facile. Donc maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on peut faire qui commence à introduire un peu plus de complexité, c'est rajouter dans nos types, et pas directement dans le query resolver, mais dans les types, on peut rajouter des arguments, comme on voyait tout à l'heure par exemple, pour récupérer uniquement la dernière saison, on peut avoir un argument ici, et là, bah, s'il essaye de compiler ça, il va pas trouver de resolver implicite qui corresponde à ce champ, donc je vais être obligé de le décrire, et pour ça du coup je vais créer un nouveau resolver, donc qui va correspondre à mon type TV-chose. Oups, je vais pas y arriver. Ok, donc lui il va implémenter aussi une classe GraphQL, mais cette fois c'est un resolver, et lui je vais lui dire qu'il doit résoudre pour des séries télé. Donc ici j'ai besoin d'avoir une fonction qui va me retourner une liste de... Ouais, tout à fait, merci. J'ai besoin d'avoir une méthode qui va me retourner une liste des saisons et qui peut prendre en paramètre un argument qui sera le nombre de dernières saisons qu'on va afficher. C'était ça le paramètre last en fait que j'ai mis dans mon schéma. Ici je veux pouvoir récupérer les n dernières saisons. Donc là je crée une fonction qui me retourne un littéral de season, qui s'appelle seasons comme on a dans notre... et qui prend un integer de last, le nombre de dernières saisons qu'on veut afficher. Donc pour ça, j'ai besoin toujours pareil d'injecter un de mes repositories. Ça va être dans le season repository je pense. Je sais plus. Bon on va voir. Non. Ah non, j'ai fait une petite bêtise, c'est pas grave, je recommence. En fait, quand on crée un resolver pour un type particulier, et là j'ai pas besoin du coup de ce repository, c'est pas grave. En fait,
implicitement, il va injecter dans toutes les fonctions de resolver, il va injecter l'objet courant. Donc en l'occurrence ici on est dans un TV show. Donc par défaut il y a un argument supplémentaire qui est TV shows. Donc là finalement, soit si j'ai pas de last, ou alors que j'ai un last qui est inférieur à 0 par exemple, je vais retourner toutes les séries télé. Et pour ça, je vais directement utiliser la série télé courante et je vais récupérer toutes ces saisons. Et dans le cas contraire, donc je vais récupérer uniquement les dernières. Non, c'est toujours pas bon. Je vous dis des bêtises, hein. J'ai pas bien préparé. Parce qu'en fait là, elles sont pas ordonnées. Donc si j'ai pas envie de me casser la tête à les ordonner, je vais quand même utiliser mon season resolver. Et je vais récupérer la liste des saisons ordonnées par date. Parce que c'est les dernières qui m'intéressent finalement, c'est pas toutes les saisons. Donc pour ça, cette fonction elle prend en paramètre deux arguments. Donc l'ID de la série télé et le nombre... bon là c'est des... Voilà, c'est ici que je vais mettre. Voilà. Oui, tout à fait. Donc voilà, ici soit on retourne toutes les séries de télé. Qu'est-ce qu'il me dit? Ok. Je vais aller voir ce que j'ai écrit. Et non, ça prend pas de last, c'est pour ça. Et donc là, c'est pas grave, du coup, on va limiter... je vais y arriver, hein. On va limiter le nombre de résultats au last dernier. Et voilà, cette fois, ça devrait être bon. Est-ce que ça a bien recompilé? Et non, il y a un problème. Ah, je vous demande 2 petites secondes, je vais dire. C'est l'effet démo, j'ai mal préparé, hein, je vous l'ai dit. Qu'est-ce qui se passe? Et oui, c'est normal, je pense que j'ai pas injecté mon... J'ai pas indiqué à Spring que c'était un component, donc du coup il a pas récupéré ce resolver. Maintenant ça devrait aller mieux. En fait, il trouvait pas le resolver explicite parce que j'avais pas indiqué dans ma configuration Spring que mon resolver pouvait se trouver ici. Donc maintenant... Ok. Donc on va essayer de récupérer la liste des n dernières saisons d'une série donnée. Donc là, si je veux récupérer la dernière saison, tac. Donc j'obtiens la dernière saison qui est de 2017. Si je veux faire la même chose sur 2, ça marche également. Donc voilà comment on rajoute un argument et comment du coup il faut créer le resolver explicite qui va avec. Bon, c'est un peu moins trivial, mais ça se fait encore. Ensuite, alors je sais pas si on a encore du temps. Ouais, je pense qu'on peut encore, hein. On peut essayer de faire une mutation par exemple. Donc je vais retourner dans mon schéma. Et là j'ai envie de pouvoir voter pour une de mes séries télé. Donc je vais créer mon root type mutation. Et je dis que je veux voter pour une série télé. Donc pour ça il faut que je lui passe l'ID de la série. Et il faut que je lui passe aussi le nombre d'étoiles que je lui donne. Et en retour, je vais récupérer ma série télé avec son nouveau vote, son nombre de votes. Voilà. Là on a... Ouais, non, je vais pas l'introduire le type, je sais plus s'il y est. Ok. Donc on va créer le resolver qui permet de faire ça. Donc il nous faut un mutation resolver cette fois.
hop, mutation resolver. Ok. Ça, on va pas l'oublier, on va directement dire que c'est un component. Et lui, il implémente... Oui, tout à fait. Il implémente le GraphQL mutation resolver. Ici, donc, on va créer la fonction. Je vais récupérer le nom parce que je m'en souviens plus. On va créer cette fonction qui nous retourne la série télé modifiée et qui prend en paramètre un identifiant de série télé et un nombre d'étoiles. Donc si je veux faire ça, je vais forcément avoir besoin de mon repository de vote pour pouvoir voter pour une série télé. Je injecte. Et donc là, je vais avoir dans mon vote repository un save dans lequel je vais pouvoir passer un nouveau vote. Donc, et dans mon vote, et je dois lui passer une série télé, si je me souviens bien des constructeurs, il lui faut une série télé et un nombre d'étoiles, que vous voyez pas, mais il est ici. Donc moi je veux pouvoir répondre à ça. Pour ça, il va falloir que je trouve ma série télé déjà par rapport à l'ID que j'ai en paramètre. Donc j'utilise le repository des TV shows. Pour récupérer ma série télé. On n'a pas vraiment besoin de tester la nullité du champ là, puisque on a mis un point d'exclamation dans notre schéma GraphQL, donc forcément il sera passé au resolver. Si jamais on voulait appeler cette mutation sans passer les paramètres obligatoires, le serveur GraphQL n'enverrait pas la requête jusqu'au resolver, on aurait directement une réponse négative, enfin une erreur en retour. Donc du coup je peux omettre le test de nullité sur la TV show. Par contre, il se pourrait très bien qu'on ait passé une TV show qui n'existe pas. Dans ce cas-là, je vais renvoyer une exception. Pour dire que cette série télé n'existe pas. Donc sinon, je vais voter donc pour cette série télé. Le nombre d'étoiles. Et je vais récupérer la série télé modifiée que je renvoie en retour. Donc ça c'est pas mal. Sauf que pour l'instant, on n'a rien qui nous permet d'afficher finalement la valeur des notes d'une série télé. Donc on va quand même devoir rajouter dans notre schéma une notion de score, enfin de note de la série télé. Et pour ça, je vais créer un nouveau type. Je vais dire que c'est un type notation moyenne. Qui va contenir la note, qui va être un float, et qui va contenir le nombre de votes, qui est un int. Alors j'ai un type average rating ici. Je vais m'arranger pour qu'il match, ce serait pas plus mal. Ok. Par contre, j'ai rien dans mon TV shows qui me dit que son average rating c'est ça en fait. Si je retourne voir mon bin TV shows, j'ai certes une relation vers les votes, mais j'ai rien qui me permet de récupérer la notation moyenne d'une série télé. Donc je suis encore une fois obligé de créer un resolver custom pour récupérer donc le champ que j'ai appelé rating, je crois. Si je retourne voir dans mon schéma, oui, ici, il me faut forcément une fonction qui s'appelle comme ça dans mon custom resolver.
et qui me retourne un type average rating. Donc ici, de manière implicite, comme pour la première fois, il va nous passer l'objet TV Show courant. Et donc ici, on va pouvoir utiliser le vote resolver, le vote repository, pardon, pour récupérer les notes de ma série télé. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui a été fait. Donc je lui passe juste l'ID de ma série télé et j'obtiens un objet qui correspond à mon type. Donc ça, j'avais déjà préparé le repository. Je pouvais déjà l'utiliser d'ailleurs dans l'API REST. Donc là maintenant, si on va tester tout ce qu'on vient de faire, si on vient faire une mutation, donc ce qu'on peut faire déjà, c'est regarder un peu ce qu'il y a comme note sur... Non, raté. Tout à fait, bien vu. Voilà. Donc on va virer ça, on n'en a pas besoin. Ici, on va afficher du coup ça. Alors dans ma base de données, j'ai déjà quelques votes. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est créer une mutation. Donc pour ça, je vais aller dans un autre onglet. Donc cette fois, j'indique que je suis obligé d'utiliser le mot-clé mutation. Parce qu'autant il est optionnel pour les queries, mais autant pour les mutations, il est obligatoire. Et donc j'ai ma première mutation ici. Alors mon TV Show ID, on va dire que j'aurais pu le nommer TV Show ID, ça aurait été sémantiquement plus correct. Et stars, on va lui donner 3 étoiles. Et en retour, je vais récupérer pareil le titre de ma série télé et puis le score, donc qui va changer du coup au fur et à mesure des mutations. Donc voilà, là on voit qu'on a 6 votes et à chaque fois que je vais revoter, en fait on va modifier la note. C'est pareil, il n'y a pas de triche, hein. Si on veut mettre une mauvaise note, là, ça fait baisser le score global. Donc voilà comment on peut faire une mutation. Je sais pas si... de quoi je vais vous parler par la suite, pas que ça me prenne trop de temps. Ce que je peux vous montrer, si vous voulez, c'est un exemple de souscription. Alors là, je vais pas le faire en live coding parce que c'est un peu plus compliqué à mettre en place, mais j'ai codé ça vite fait hier soir et du coup, si vous voulez, je peux vous montrer à quoi ça peut ressembler si vous avez envie. À moins que vous ayez déjà des questions là-dessus, effectivement. Alors, et ça, on peut le faire effectivement. Très bonne question. Et du coup, je propose de faire un bin validé et de dire que dans ma note, je suis où là? La mutation n'est pas là, mutation, ici. Dans ma mutation, en fait, je veux pas que ma note elle soit en dessous de 0. Et puis je veux pas qu'elle soit au-dessus de 5 par exemple, puisqu'on avait vu sur l'image que c'était 5 le max. Voilà. Tac. On va dire que c'est un bin qui est validé. Et là, bon alors tant que j'ai pas redéfini de custom error handler, en fait ça va quand même me générer une erreur, mais par contre l'erreur elle aura pas un message customisé. Mais c'est pas grave, là si on retourne ici et qu'on vote donc avec 7 par exemple, on a une erreur. Bon là c'est erreur interne parce que du coup côté Java j'ai une exception qui me dit ma validation elle est KO. Donc on peut regarder la pile d'exception, hein, mais c'est ce qui s'est produit. Non, c'est autre chose. Contrainte de violation nulle. Ah non, si, c'est une contrainte, une violation de contrainte. Donc la violation de contrainte, c'était sur effectivement les contraintes min et max. Donc pour vérifier que ça fonctionne toujours, je vais remettre une note correcte. Et ça fonctionne. Donc là, après, si on veut pouvoir traiter ce genre de cas, on doit créer un custom error handler. Et on doit récupérer ce type d'exception. Et du coup, en faire quelque chose, quoi. Soit... Oui,
Ah pardon, soit je vais directement catcher cette exception au niveau de mon bin et je vais renvoyer une GraphQL exception customisée avec un message qui me dit attention, la note elle est pas dans les bornes 0 à 5. Et du coup mon custom error handler lui va récupérer cette exception et va l'afficher ici à la place de l'internal server error qu'on a pu voir. Ou sinon je peux directement faire un custom event handler, un custom error handler dans lequel je vais définir toutes les exceptions, mais bon, c'est un peu moins propre. Oui. Alors là, la plomberie, elle est automagique grâce à Spring, mais au final, ça fait quand on déclare un schéma, la librairie GraphQL Java Tool, elle va le parser automatiquement et elle va créer une servlette donc sur le endpoint par défaut, c'est /GraphQL, mais on peut le surcharger dans l'application YAML si on veut. En fait, il n'y a qu'un seul verbe, c'est toujours du post. C'est ce que je disais au tout début, en fait, contrairement à REST où on va faire du get, du post, du patch, du put, du delete, là on fait toujours du post, et par contre c'est l'opération, le root type qu'on va envoyer dans notre requête qui va déterminer si ce sera de la lecture ou de l'écriture. Donc ce sera soit query, soit mutation. Mais dans tous les cas, ce sera toujours du post. Voilà, donc ça c'est aussi grâce à la librairie GraphQL Java. Je sais pas si vous avez d'autres questions là-dessus. Sinon, c'est vrai qu'on n'a pas vu les souscriptions. Donc là, c'est un truc que j'ai rajouté hier. Donc comme je disais, les souscriptions pour l'instant, elles sont encore un petit peu light en Java en tout cas. Elles sont pas super bien gérées. Et la librairie GraphQL Java le permet pas. Enfin, elle permet juste de décrire en fait un root type subscription avec directement des souscriptions dedans, mais par contre elle permet pas de définir qu'on a un endpoint qui est différent. Par exemple, là on a un endpoint qui est uniquement HTTP classique, on peut pas faire de stream, on n'a pas de WebSocket, etc. Donc si on veut faire tout ça, on va être obligé nous d'introduire RxJava, d'introduire des WebSockets, etc. Mais on peut le faire. Et si on a encore 5 minutes, je peux vous montrer, j'ai une branche qui sert à ça. Je vais faire, je vais juste arrêter ça parce que sinon il risque de craquer. N'importe quoi. Ok, donc là j'ai changé de branche, donc je me suis mis sur la branche sur laquelle j'ai codé les souscriptions. Je vais le lancer pour vous montrer après. Bon, c'est vraiment très bêta, j'ai fait ça hier et du coup le dev est pas fini, mais si vous voulez le voir, ce sera sur mon GitHub, il y a le lien dans le reste de la présentation. En gros, ce qu'on rajoute, c'est il y a un petit hack à rajouter. Je peux pas décrire avec la librairie GraphQL Java Tool, en fait, il va pas être capable de parser le schéma si je dis qu'en retour, je veux un data feature qui est autre chose qu'un type qui est déclaré dans ce schéma. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai un schéma qui est déclaré de manière descriptive, de la même manière, et par contre, je surcharge le bin qui est généré par la librairie pour lui rajouter de manière programmatique la notion de souscription. Donc ça, c'est ce que j'ai ici. Voilà, j'ai un schema builder. Donc ici, j'injecte juste en fait le bin du schéma parseur. Oui, tout à fait. J'injecte le bin du schéma parseur de la librairie qui va permettre de parser le schéma GraphQLS qu'on a dans nos ressources, dans notre classe pass. Et en plus de ça, ensuite, je viens lui rajouter la notion de souscription. Et du coup, c'est ce bin là maintenant, le GraphQL schéma, en fait, c'est ce bin qui va être utilisé pour parser le schéma en fait. Donc en plus de ça j'ai besoin d'une WebSocket. Donc j'ai une WebSocket avec une route sur WS Subscription sur laquelle le client va venir souscrire sa WebSocket, va ouvrir sa WebSocket. Et j'ai un resolver, non j'ai même pas de resolver. J'ai un data feature qui est précisé dans mon schéma builder. Et mon feature, lui, il va juste, il fait du
voilà, get average machin, get average rating publisher, qui me rend flowable. C'est en fait c'est ce flowable que je pouvais pas mettre dans le schéma GraphQLS. Donc c'est pour ça que j'étais obligé de tweaker un petit peu. Mais bon, ça fonctionne, normalement. Donc là, si on va sur le sur mince, pardon. J'ai créé une page web toute bête avec un client qui va se connecter à une WebSocket. Je suis obligé de dézoomer un peu sinon on va rien voir. Donc là il est connecté à une WebSocket, je lui donne l'identifiant d'une des séries télé. Et là il récupère le score. Et si je viens faire une mutation, bah, ça tombe bien, c'est sur la même. Ouch. Je crois que je vais recharger ma page. Ah oui, parce que ça s'appelle pas comme ça ma mutation. Oh. Ok. Donc voilà, si j'envoie une mutation sur la série télé, donc là on passe à 14 votes, automatiquement de l'autre côté, grâce à la WebSocket, il est tenu au courant et du coup en push il va recevoir les notifications. Donc ça c'est assez sympa, ça va vous éviter de faire du polling dans vos applications web et de dire voilà je vais venir requêter la base toutes les X secondes pour savoir si j'ai des modifications. Donc ça c'est le principe de souscription que je trouve que c'est un des trucs les plus sympas avec GraphQL, en mis à part le parcours de graph, mais finalement on s'y habitue assez vite. Et c'est vrai moi j'ai un peu de mal maintenant à revenir sur les API REST classiques, mais vraiment le modèle de souscription est vraiment intéressant. Donc j'espère juste que les librairies maintenant vont s'améliorer un petit peu. Mais en tout cas ça marche pas trop mal finalement si on prend la peine de le faire soi-même. Donc vous pouvez aller voir sur mon GitHub si vous voulez, vous avez déjà les sources. Alors c'est pas terminé, hein, il y a plein de choses qui sont pas faites, les WebSockets par exemple sont jamais déconnectés, etc. Donc si vous voulez, je vous laisse même le faire, n'hésitez pas à faire une pull request. Je crois que on en a terminé, et maintenant il vous reste plus qu'une chose à faire, c'est de vous y mettre, quoi. Vous n'avez plus qu'à le tester. Donc il y a pas mal de langages, si vous n'êtes pas javaïste, il y a pas mal de langages dans lesquels il y a déjà des librairies qui existent et qui vous permettent de le tester. Donc n'hésitez pas. Merci. Et on recrute aussi chez Sagi, donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. On est ouvert au remote, même si on est sur Rouen. Vous pouvez. Merci. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'échanges au fur et à mesure, j'ai pas pensé, mais...